Bonjour à tous, merci d'être restés. On va essayer de ne pas vous ennuyer. Bon. Merci à Frédéric d'avoir permis aux pharmaciens de venir expliquer leur travail et leur mission. Merci Emmanuel d'avoir fait cette présentation avec moi. On va vous faire une présentation en binôme. On va se le faire à deux voix, sachant que nos deux sites, pour ce qui est de notre profession, travaillent de la même façon. On a les mêmes nécessités de rendu de résultats auprès de nos tutelles. On a les mêmes façons de travailler dans des univers qui sont certes différents, mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même au final. Voilà. Donc, on va vous faire un petit rappel sur les bases réglementaires. Le pharmacien est le gardien des poisons. Qui dit gardien dit règlement. Donc, en fait, on a au niveau du... Merde. Je savais bien que j'étais pas en diaporama. Super. Voilà, donc un peu de réglementaire. En tant que pharmacien, nous sommes chargés de faire respecter le contrat qui lie notre établissement à l'ARS, et au travers du contrat de bon usage, le pharmacien doit répondre chaque année de ce qu'il a mis en œuvre, et notamment pour l'item du bon usage des thérapeutiques, le pharmacien a 7 objectifs à faire respecter. On doit chaque année participer à l'amélioration de la qualité de la préparation centralisée des chimiothérapies. On doit participer à la mise en œuvre de l'informatisation. On doit participer à la prescription et aux pratiques pluridisciplinaires, aux bonnes pratiques d'administration. Nous devons permettre de former nos personnels, de sécuriser la prise en charge des patients et faire régulièrement une évaluation des pratiques. Donc ça, c'est différents items que, sans que vous le sachiez, les médecins, les infirmières, mais que le pharmacien collecte par petits renseignements, par petites enquêtes, par petits audits. Et en fait, nous devons rendre tout ça une fois par an à l'ARS. Par ailleurs, notre profession est également réglementée par l'inspection de la pharmacie, c'est-à-dire que dans nos process de fabrication et nos process qualité, on ne fait pas ce qu'on veut. On est tenu de respecter une façon de faire. Et quoi qu'il en soit, si nous ne la respections pas, nous n'aurions pas l'agrément, enfin l'établissement n'aurait pas l'agrément pour la préparation des chimiothérapies. Donc on va vous décrire un petit peu nos sites. Vas-y Emmanuel. Bonjour à tous. Donc je suis pharmacien à l'Institut Paoli Calmette. Juste 2 mots pour présenter l'établissement. L'IBC est un centre de lutte contre le cancer. Dit ESPIC, établissement de santé privée d'intérêt collectif, et il a 3 grands axes de travail: la recherche, le soin et l'enseignement. L'établissement est certifié par la Haute Autorité de Santé. Nous venons de passer la V 2014 et on est membre du groupe Unicancer et du Cancéropole PACA. Alors en termes de file active et en nombre de patients, alors, nous avons à peu près 7700 nouveaux patients par an. Ce sont les chiffres 2013 pour le moment. L'origine géographique des patients qui sont traités chez nous sont pour plus de la moitié en provenance des Bouches-du-Rhône, essentiellement de la région PACA, 90%. Et un petit nombre autres, en particulier de la Corse. En termes de pathologie, on traite essentiellement le cancer du sein, l'appareil digestif et l'hématologie, et dans une moindre mesure, l'urologie, la gynéco et le poumon. Alors, la spécificité de l'IPC, c'est que on essaye d'avoir une activité délocalisée, c'est-à-dire que nos praticiens vont dans d'autres centres de la région, soit pour y faire des consultations, soit pour faire des interventions chirurgicales, soit pour faire de la radiothérapie, voire de la prescription de chimiothérapie, ou comme ici avec Sainte-Mus, sous la forme de RCP commune. En termes d'activité de chimiothérapie, donc en 2013, on avait plus de 34 000 séances de chimiothérapie.
3700 patients traités. Et en termes de nombre de préparations de chimiothérapie, sachant qu'on a ouvert en 2000 la préparation centralisée des chimios, on a passé le cap des 40 000 préparations en 2005 et le cap des 50 000 en 2008. On est aujourd'hui à un plateau, voire une légère diminution en nombre de préparations de chimiothérapie, autour de 55 000, qu'on explique par deux grandes raisons. La première, c'est cette délocalisation, le fait que nos praticiens aillent dans d'autres centres de la région. Ben, ça va faire que les patients vont rester près de chez eux et ne plus se déplacer, donc on va vers le patient. Et la deuxième, c'est quand même le développement des thérapies orales, qui est en train quand même de supplanter progressivement la thérapie injectable. Alors, plus modestement, je n'ai forcément présenté que le service d'onco-hémato. Vous pouvez voir sur le diagramme les pathologies qui sont traitées pour nous avec un très joli 0% dermato. C'est le problème du logiciel parce qu'effectivement le chiffre est tellement faible, mais on a fait un petit peu de dermato. Donc on est à 24% de gynéco, à 20% de digestif, à peu près identique pour l'hématologie, 18% de poumon et 15% d'ARL. Donc en fait, nous, le service principalement se tourne autour de l'hospitalisation de jour. Nous avons 19 fauteuils. On a un service d'onco complète avec 23 lits, un service de semaine où il y a 8 lits. Je n'ai listé que les séances de chimiothérapie en HDJ. Je n'ai pas compté ce qui se passait sur le reste de l'établissement. Ça fait à peu près 8100 séances. C'est vrai que si on compare, on va voir tout à l'heure le nombre de chimiothérapies, finalement nous en termes de chimiothérapie on est à peu près à moins d'un tiers par rapport à toi, et finalement en séance d'HDJ ça fait à peu près la même chose. L'hôpital de Toulon est également, enfin les hôpitaux de Hyères et Brignoles sont également adossés à l'hôpital Sainte-Mus. Sur l'hôpital de Brignoles, nous avons des médecins qui vont consulter. Les traitements se font sur site en partie. Et l'hôpital de Hyères, nous avons un ou deux médecins qui consultent là-bas, mais il y a aussi un médecin qui n'est pas du CHITS qui consulte là-bas. Et quoi qu'il en soit, nos préparations partent sur les deux établissements, Hyères et Brignoles. Elles sont prescrites par notre logiciel, donc tout est centralisé sur le serveur toulonnais. Donc si Emmanuel a constaté sur les 2 dernières années ou les 3 dernières années quelque chose qui ressemble à un plateau, voire une légère diminution, sur l'hôpital toulonnais, au contraire, on a nous une augmentation, à savoir qu'on avait 13 000 préparations, donc 13 000 c'est un total en comptant Hyères et Brignoles. Donc ça nous fait, si je compte que le site toulonnais, on avait 10 700 préparations en 2012, 12 400 en 2013, et cette année on est passé à 17 124, ce qui veut dire que pour notre production pharmaceutique, c'est une augmentation de 40%. Et effectivement, c'est probablement des patients marseillais qui viennent se faire traiter chez nous. Alors plus spécifiquement, l'équipe de la pharmacie, donc il y a un pharmacien qui est responsable de l'activité de chimiothérapie, qui est garant des bonnes pratiques de fabrication, qui drive l'équipe, s'occupe de la maintenance du matériel et des locaux, et coordonne toute l'activité de chimiothérapie. Alors chez nous, on a fait le choix que les pharmaciens soient polyvalents sur tous les postes de travail, donc ils vont faire aussi bien de la chimiothérapie que de la validation pharmaceutique autre que de la validation d'essais thérapeutiques, ce qui veut dire qu'ils tournent sur tous les postes régulièrement. Et ils se partagent, donc j'ai 4,3 équivalents temps plein pour se partager ces 3 postes de travail. Au niveau de la chimiothérapie, il y a toujours un senior présent sur toute la journée d'activité et un interne en pharmacie, sachant qu'au total, j'en ai 2. En ce qui concerne les préparateurs, de la même manière, ils sont polyvalents. Ils sont capables d'aller faire de la préparation de chimiothérapie, que de la dispensation au robot, que de la rétrocession. A priori, le chiffre paraît important, 13,5 équivalents temps plein. Néanmoins, ils travaillent sur des journées, ils font 10 heures par jour. On travaille le samedi matin, faites le calcul, en 3 jours et demi, ils ont fini leur semaine. Donc on a une rotation des pharmaciens sur les postes de chimiothérapie. Et en réalité, j'ai 5 préparateurs en salle pour la préparation des chimiothérapies,
qui se répartissent à la fois dans les gants 2 préparateurs, un préparateur en amont qui prépare les plateaux et 2 préparateurs en aval, un qui contrôle les volumes et les plateaux et le dernier qui fait la libération. On a une nouvelle salle depuis novembre 2013 avec 3 isolateurs, un isolateur 2 places et 2 isolateurs 1 place. Alors pour la salle blanche toulonnaise, on va dire que nous on est à peu près 1,5 pharmaciens, sachant que nous sur l'ensemble de l'équipe pharmaceutique, nous sommes 2 pharmaciens formés sur l'activité, sur les 10 pharmaciens que nous sommes. Et éventuellement, on a des jokers, mais on va dire qu'on est 1,5 pharmaciens réellement habilités à faire l'activité. Donc le pharmacien s'occupe d'une manière générale de tout ce qui est production, ça veut dire, on va vous le détailler plus tard, ça va de la validation pharmaceutique, donc tout ce qu'il y a là de relationnel avec les médecins et les préparateurs, jusqu'à la libération de la poche. On s'occupe également des essais cliniques. Je vous ai mis travail de fond, on va vous en faire un petit détail plus tard. Ça a l'air de rien, mais c'est colossal. On a 4 préparateurs en salle blanche au quotidien, on en a 6 de formés, 4 préparateurs, ça veut dire qu'il y en a 3 qui ont les mains dans les gants et un 4e qui tourne autour des isolateurs pour rentrer les produits, lancer les stérilisations, faire sortir les fiches de fabrication. Et c'est ce préparateur qui va faire le double contrôle réglementaire et qui est également en lien avec le pharmacien. Et nous avons 2 isolateurs de poste. Et on a également un agent qui s'occupe de nous acheminer les poches depuis le -1, puisque donc nous avons la bonne idée d'être 4 étages en dessous de l'unité. Et donc cette personne s'occupe également de tout ce qui est gestion de stock et réception des produits. Alors, bien sûr, pour faire de la préparation, il faut une prescription. Pour faire une prescription, il faut avoir un thésaurus. Et donc, lorsque nous avons changé de logiciel en 2012, donc on est passé au logiciel Chimio, on a fait le choix de revoir l'ensemble de nos thésaurus et de remettre tout à plat. Ça a été un travail gigantesque avec l'ensemble des prescripteurs et l'équipe de la pharmacie. Alors, ce thésaurus est disponible dans notre intranet et donc on a un outil de travail collaboratif, un espace collaboratif qui va permettre d'attribuer des protocoles à des médecins, qui travaillent toujours en binôme, un rédacteur et un relecteur qui va valider. Et le premier médecin rédacteur travaille toujours en binôme avec un pharmacien. On a un système de feu vert, orange et rouge, c'est dans l'autre sens, en fonction de l'avancée de la rédaction du protocole. Lorsque le protocole est validé, il est ensuite publié dans le référentiel et mis à disposition de tout le monde avec une arborescence par pathologie. Et pour une pathologie donnée, on retrouve l'ensemble des protocoles de chimiothérapie. Donc, les protocoles se distinguent avec, tout d'abord, on va décrire la pathologie, on va indiquer les indications, la ligne de traitement. Est-ce qu'on est dans l'AMM ou dans un RTU ou hors AMM? Et dans ce cas-là, on va apporter une bibliographie, mais on considérera que ça fera partie du thésaurus de l'établissement. On va ensuite rentrer dans le vif du détail du protocole avec le nombre de cures attendues, l'intervalle entre 2 cures, la voie d'administration, est-ce qu'on peut l'administrer par voie périphérique ou non, le niveau émétisant, donc on a redéfini tous nos protocoles anti-émétiques, et puis les points de vigilance avec les mises en garde, précautions d'emploi, contre-indications, etc. Un deuxième onglet va détailler le contenu de la prescription avec la molécule, la posologie, la voie d'administration et les J d'administration. Et puis, on va détailler les traitements de support, les antiémétiques, les facteurs de croissance, l'hydratation, etc. On a également travaillé sur la chronologie d'administration. Donc, selon la littérature, il y a ou non des chronologies qui vont être imposées. Donc, lorsqu'elles sont imposées, eh bien, on va le dire, et sinon, on va le conseiller simplement. On va donc décliner à partir du temps de passage de chacune des molécules l'enchaînement des traitements.
Et puis, on a ajouté le risque en cas d'extravasation et la conduite à tenir selon si le produit est nécrosant ou simplement irritant ou ni l'un ni l'autre. Sur l'onglet Administration, on détaille le temps de passage et les cas particuliers. On a ajouté également la surveillance IDE pendant l'administration, données que l'on retrouve ensuite dans le protocole Chimio. On retrouve également les bilans et les évaluations à réaliser dans le cadre de ce protocole. Donc n'importe quel prescripteur qui va prescrire ce protocole va pouvoir s'y référer. On a inclus également les doses max à ne pas dépasser, soit par prise, soit en dose cumulée. Et les adaptations de posologie, les reports de traitement en fonction des toxicités. Donc une fois que ces protocoles sont validés et publiés dans l'intranet, le relais est pris par les pharmaciens qui vont ensuite paramétrer le logiciel Chimio. On a obligatoirement un double contrôle, donc on a une validation par un deuxième pharmacien de manière à s'assurer que tout est OK. On retrouve également à la fois la bibliographie et à tout moment on a le lien avec l'intranet qui permet de voir tout le détail du protocole et notamment les modalités de suivi. Donc si on édite un protocole, on peut retrouver l'ensemble des traitements, y compris les prémédications et l'hydratation, avec les doses, la chronologie, le temps d'administration, les solvants, etc. Donc à Toulon, nous n'avons pas l'intranet renseigné comme LDPC, et nous travaillons directement sur le logiciel Chimio. Donc c'est un logiciel qui nécessite, pour arriver à créer un protocole, de créer tous les éléments du PULS de base, c'est-à-dire tout ce qui est DCI, les produits qui sont rattachés, c'est-à-dire des noms de spécialité qui peuvent éventuellement changer en fonction des marchés. Ce sont des choses que nous devons de nouveau refaire dès qu'on a un produit qui change. Et on doit également renseigner tout ce qui est annexe, donc comme disait Emmanuel, tout ce qui fait partie de la prémédication. Donc la création du protocole, c'est donc une association de DCI et de prémédication à laquelle cette association, on va y adjoindre des indications, qu'elles soient AMM, PTT ou bien hors AMM, hors PTT. Et le tout constitue un thésaurus qui, chez nous, est validé par un médecin et un pharmacien. Donc voilà. Pour créer ce protocole, je vous ai dit la même chose, sauf que je vous rajoute en même temps que dans ce logiciel, on rajoute également la chronologie, c'est-à-dire l'ordre de passage des produits et leur durée de passage. Bien sûr, le fait de renseigner les indications, c'est effectivement pour être sûr de pouvoir appliquer les référentiels nationaux ou les référentiels locaux, mais quoi qu'il en soit, pour le pharmacien, c'est aussi le moyen de savoir si on est dans la bonne indication, dans la juste prescription, puisque nous avons auprès de l'ARS des comptes à rendre et à expliquer pourquoi, si tel n'était pas le cas, si on n'est pas dans l'AMM, on va fournir la publication. Donc nous, c'est également un moyen pour nous de récupérer cette information, et puis c'est un moyen pour le médecin qui va prescrire de savoir qu'il n'est peut-être pas dans la bonne indication. Donc en fait, le logiciel est constitué d'un listing complet de toutes les DCI, c'est-à-dire tous les traitements de chimiothérapie qui peuvent être utilisés dans un protocole. C'est-à-dire que par molécule, le pharmacien renseigne par exemple si c'est une molécule qui est dite T2A, c'est-à-dire qui doit être remboursée en plus du GHS, si c'est une molécule d'ATU, si c'est une molécule d'essai clinique. On a quelques onglets qui nous permettent de renseigner en fonction des attentes des infirmières. En l'occurrence, c'est ce que je fais sur les onglets qui relèvent des données générales de produits. Moi, j'ai renseigné systématiquement des données qui m'avaient été demandées par des infirmières, en disant s'il y en a une qui me posait la question, peut-être que ça pourrait renseigner une seconde infirmière. Donc, pour le coup, quand une infirmière me pose une question, je vais dans cet onglet général, je remplis la partie qui m'a été demandée et j'essaye d'expliquer aux infirmières, mais parfois, malheureusement, elles n'ont pas le temps, que si elles cherchent l'information, elles peuvent la trouver à cet endroit. Chacune des DCI est ensuite renseignée avec un onglet qui s'appelle l'onglet de reconstitution. C'est-à-dire que dans cet onglet, on va expliquer si la molécule est une prête à l'emploi, si elle doit être reconstituée, si elle doit être reconstituée, avec quel solvant elle doit être reconstituée,
au niveau de la reconstitution, on doit renseigner des données de conservation et de durée et de température de conservation qui permettent en fait ensuite au logiciel de dire ce produit a été gardé trop longtemps, il faut le jeter, ou bien ce produit peut être conservé, ce qui permet à l'unité de pouvoir faire des économies et de continuer à conserver un flacon jusqu'à ce que la date de péremption finalement soit arrivée. Donc ça c'était l'onglet reconstitution, maintenant on est dans l'onglet dilution. Dans cet onglet on va dire avec quel solvant le produit est compatible, avec du glucose ou avec de l'OPPI ou avec aucun solvant s'il doit être utilisé pur. Et en fait à partir du moment où on aura renseigné cet onglet-là, les compatibilités dans cet onglet, vous pourrez faire des pieds et des mains, vous n'arriverez jamais à le faire dans un autre solvant. Si la machine sait que ça doit être que dans du sodium, vous n'arriverez jamais à faire sortir du glucose. Et en fait, pour nous, c'est ce qui est le garant de la bonne fabrication et de la bonne compatibilité. C'est un espèce de rail. Et donc, en fait, si ces onglets sont correctement renseignés, on est sûr de faire fabriquer à nos préparateurs quelque chose de correct. Et on a également des durées de conservation avec des gammes de concentration. Certains produits ne peuvent pas être utilisés trop concentrés ou trop dilués. Donc, en fait, on impose au logiciel une gamme de stabilité en termes de concentration et on ne pourra jamais aller ni au-delà ni en deçà. Ensuite, on a un moyen de fabriquer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le médecin aura fait une prescription et qu'il y aura un hockey chimio qui va être sorti, on vous expliquera après ce qui relève de la validation pharmaceutique, mais à partir du moment où le pharmacien donne le hockey à son équipe pour préparer un produit, il y a une fiche de fabrication qui sort pour produit par produit bien sûr, avec une façon de le reconstituer. Donc on peut pas, les préparateurs ne peuvent pas se conforment, c'est une recette de cuisine, ils s'y conforment, et puisque le logiciel applique ce qui a été précédemment renseigné dans les différents onglets, très généralement on n'a pas de surprise. Donc là, je vous ai fait une copie d'écran d'un mode opératoire qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, un mode opératoire, c'est relativement simple. C'est une reconstitution. Ensuite, on va diluer, donc il faut prélever tant. Et puis, si je prends la molécule particulière du myocète, c'est une molécule qui est extrêmement compliquée à reconstituer. Il faut un bain-marie, il faut des temps d'attente, il faut faire un premier mélange, un deuxième mélange. Donc tout ça est complètement détaillé dans le logiciel, de sorte que le préparateur qui est face à sa fiche de fabrication, il ne part pas le nez au vent et il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc une fois qu'on a fait notre puzzle et qu'on a associé des molécules de DCI à des prémédications, on se retrouve avec un thésaurus qui est donc la deuxième partie. Donc Emmanuelle fait une première partie sur l'intranet, ensuite elle se retrouve avec un listing identique sur le logiciel Chimio qui aura été renseigné. Donc en fait, en ce qui concerne la coopération entre Toulon et l'IPC, on avait nous déjà au départ notre base de protocoles renseignés. Ce sont des protocoles qu'on a fait avec nos médecins, les médecins de Toulon, mais on a évidemment suivi les référentiels INCA, les sociétés savantes. On a tout fait dans les clous. Et puis avec le partenariat qui est en train de se développer avec l'IPC, on a une deuxième base, en fait, une deuxième base du logiciel de chimiothérapie sur lequel on a, non sans mal, réussi à importer les protocoles de l'IPC, puisque l'IPC a également le même logiciel. Donc en fait, on s'est fait importer toute la base des protocoles de l'IPC, on les a sur une autre base que la base qui tourne habituellement en production. Et en fait, on va petit à petit renseigner notre base toulonnaise avec la base de l'IPC, sachant qu'il n'y a pas un FEC, ça reste un FEC, et certains protocoles ne vont pas changer d'un département à l'autre. En revanche, ce qui peut être amené à évoluer, c'est ce qui nous semblait important, c'était qu'un patient qui se promènerait éventuellement entre Marseille et Toulon, il ne soit pas surpris par des temps de passage qui seraient peut-être différents, par des façons de faire peut-être différentes. Et en fait, j'en ai fait l'expérience. On avait une patiente qui venait de l'IPC et qui avait dans ses molécules, elle avait du Taxol.
Et puis elle me demande pourquoi est-ce qu'à Toulon on a un taxol qui est dans une poche qui n'est pas protégée de la lumière, et pourquoi à l'IPC, eux, ils ont une poche qui est protégée de la lumière. Donc je me rapproche de mes collègues marseillais pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils le mettaient à l'abri de la lumière. Et en fait, il se trouve que il y a quelques années, on avait participé à un groupe de travail où chacun avait pris en charge des molécules et on avait testé différents types de stabilité. On avait fait de la recherche biblio, chacun avait des molécules. Et en fait, sur le taxol, c'était en l'occurrence une des collaboratrices d'Emmanuel, Alix Elvig, qui avait travaillé sur le sujet et qui avait vu que pour augmenter la stabilité du taxol, on pouvait éventuellement le mettre à l'abri de la lumière. Et puis en fait, comme nous à Toulon, on ne prépare pas des taxols à l'avance, de les préparer dans la journée, dans la matinée ou en début de matinée pour qu'ils soient administrés dans 1 heure ou 2, c'était pas la peine de le mettre à l'abri de la lumière. Donc, le taxol, je pense qu'à l'IPC, ils vont continuer à le protéger de la lumière. Je pense que nous, on va continuer à le garder à la lumière du jour. Quoi qu'il en soit, ça m'a permis d'aller expliquer à la patiente que les choses n'étaient pas moins bien faites, mais je lui expliquais pour le coup la genèse de cette protection. Mais ceci dit, j'ai en effet réalisé que les patients d'un établissement à l'autre, sur des petites choses qui semblent anodines quand on est dans le milieu, et bien finalement, eux, ça peut les inquiéter. Donc en fait, au moins, on avait une réponse et petit à petit, on va essayer d'harmoniser différentes pratiques comme ça. Alors, la validation pharmaceutique. C'est moi. Ah, c'est moi. C'est moi. Donc, alors, la validation pharmaceutique, elle se fait, on a 2 niveaux de validation. On a un premier niveau qui est la validation, on vérifie l'adéquation au référentiel. Donc ça, c'est la validation pharmaceutique telle qu'elle est attendue par nos tutelles, et c'est ce qui permet aux pharmaciens de passer pour le méchant flic qui est là avec son bâton en disant vous n'êtes pas dans l'AMM, mais en l'occurrence c'est ce qui permet de montrer aux tutelles qu'on travaille bien et que finalement on a très peu de hors AMM, hors PTT, et que si on en a, on a la biblio qui va derrière. Donc en fait, à chaque fois qu'un médecin fait une prescription sur le logiciel, il y a une première phase qui consiste à vérifier que selon le cursus normal obligatoire, le patient, sa stratégie thérapeutique a bien été décidée en RCP, que le protocole qui a été choisi est bien celui qui est adapté à cette pathologie, que le médecin a correctement, a choisi le bon protocole, qu'il n'y a pas eu, il se peut, c'est un outil informatique, qu'il y ait eu un raté dans la sélection, mais enfin globalement, nous on est là aussi pour vérifier que l'application des référentiels est effective. Ensuite, donc j'ai marqué, j'ai une petite particularité à Toulon, à savoir que dans la validation pharmaceutique que j'ai souhaité faire à Toulon, je suis un pharmacien dans l'unité de soins. C'est-à-dire que je suis en contact permanent avec mon équipe qui se trouve 4 étages en dessous et avec laquelle je suis au téléphone en permanence, mais il me semble que pour faire une validation pharmaceutique qui soit, en tout cas telle que je l'imagine, j'ai besoin d'être avec les médecins, les infirmières, les aides-soignants qui reçoivent les patients et les patients, parce que je suis au cœur de l'unité, au cœur de l'action, et que je peux à tout moment, si un médecin m'aurait éventuellement mis un OK, eh bien l'arrêter si finalement il ne veut pas le recevoir, on l'a déjà eu. Et donc en fait, parce que je suis au milieu, j'entends tout, je sais tout ce qui se passe, et pour le coup, en bon pharmacien, je fais un peu l'œil de Moscou, je suis là en plein milieu et je veille. Donc la relation que j'ai avec le médecin, ça va être dans notre unité, dès que le patient arrive, il est pesé, voilà. Donc moi, je suis là, je vérifie, notamment sur la prescription du médecin, qu'il n'aura pas oublié de corriger un poids. Alors ça a l'air bête parce que on se dit mais après tout le médecin il est malin, il peut le faire. Puis des fois le médecin il est dans le jus, il y en a partout et il aura peut-être oublié un poids. Alors on est d'accord que de modifier un poids si c'est de 1 kg, de 2 kg, c'est pas dramatique. Quoi qu'il en soit, si à chaque fois on oublie de le faire, ça peut tout de suite faire 10 kg au bout de quelques cures. Donc en fait je vérifie que ce genre de choses
a été modifié. Je vérifie également, par exemple, pour les carboplatines dont la dose change en fonction de la créate. Je vérifie que la créate a été correctement renseignée, ce qui a permis le bon calcul de carbo. Ensuite, pour les données médicales, bien sûr que le médecin connaît son patient. Mais toutefois, moi, de connaître également l'histoire du patient, ça me permet de savoir pourquoi je vais valider cette fois-ci une réduction de dose. Le patient, il a fait une réaction, il a fait une intolérance, il a fait un effet secondaire, il a fait... Et ce qui fait que en tant que pharmacien, je peux toujours appuyer sur un bouton sans regarder ce que je fais, ça n'a aucun intérêt, je pourrais effectivement rester en bas. L'intérêt, c'est de savoir que si je valide une réduction de dose, la fois d'après, peut-être que cette réduction n'a plus lieu d'être. Donc si je connais un peu l'histoire du patient, si je sais un peu de qui je parle, ça me permet d'avoir une validation derrière qui me semble prendre son sens. Et puis parfois, il y a des patients qui auront eu une chirurgie plus ou moins loin, je le saurai, je ne le saurai pas. C'est pas le même médecin qui va valider aujourd'hui. Est-ce qu'il aura eu la totalité des éléments en main? Faut-il arrêter l'Avastin? Faut-il, parce qu'il a eu sa chirurgie, faire l'Avastin, faire que le Taxol et laisser de côté l'Avastin? Mais la fois prochaine, il faudra bien reprendre l'Avastin. Donc en fait, ce genre de choses-là, j'ai un œil là-dessus et ça fait partie aussi de ma validation. Et puis donc je vérifie également l'enchaînement des cures parce qu'en fonction des protocoles, on a des J1, J8, J15. Si pour une raison quelconque le patient neutropénique, on lui a fait sauter on veut annuler un J15 peut-être, il est très facile dans le logiciel de promener le J15 comme ça de semaine en semaine parce que la neutropénie persiste. Un beau jour, la neutropénie n'est plus, il faut repartir, on ne va pas repartir sur un J15, il faut repartir sur un J1. Donc en fait, je vérifie également ce genre de problématique. En tant que validation pharmacien, j'ai également un rôle au niveau des préparateurs. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui est 4 étages en dessous, qui ne sait pas ce qui se passe. Elles ont le planning de convocation des patients, elles savent que celui-là va arriver avant celui-là, c'est bien, mais ça c'est sur le papier. Après, dans la vraie vie, ça se passe différemment. Il va arriver le premier avant ou pas. Et puis finalement, il va peut-être être en retard parce que l'ambulancier ne l'a pas déposé, parce que ce matin, il lui est arrivé je ne sais pas quoi. Et ce qui fait qu'à chaque fois que le médecin met un OK chimio, le préparateur derrière ne pourra imprimer une fiche de fabrication que si moi je donne un OK pharmaceutique. Dès lors qu'on a les deux validations médecin-pharmacien, à ce moment-là, les préparateurs peuvent imprimer une fiche de fabrication. Et puis, parce qu'effectivement, elles ont un planning, mais le planning, c'est pas palpable. Moi, dans l'unité, je sais, c'est bête, mais si par exemple un patient, il y a des patientes qui sont jeunes, qui doivent aller récupérer des enfants, donc c'est bête, oui, bien sûr, elle n'est pas arrivée à l'heure, c'est pas le bon moment. L'intérêt pour moi, c'est que cette patiente qui doit partir parce qu'elle a un impératif, elle parte vite, que peut-être en effet sa poche n'aurait pas dû passer la première, mais elle doit retourner vite à sa vie pour vite nous oublier et que cette journée de chimiothérapie, ça soit derrière elle. Donc je fais également un rôle de priorisation auprès des préparateurs. Je stoppe donc, je regarde Pierre parce que c'est avec Pierre qu'on avait eu ce souci, où le patient est OK, Pierre me donne un OK, je mets derrière le OK, le OK pour les préparateurs, le temps qu'il fasse 2 fois le tour de l'unité, la patiente revient, bah non en fait je veux pas, et il est parti. Donc vite j'appelle les préparateurs en disant hop, on arrête tout. Bon, évidemment je n'aurais pas été dans l'unité, je n'aurais pas su et on aurait jeté les produits. Après j'ai aussi un rôle au niveau des infirmières. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux protocoles, je vais leur expliquer les protocoles, je suis leur interlocuteur pour savoir pourquoi cette cure, pourquoi pas cette cure, et on l'a décalé, il n'est pas venu. Elles ont fréquemment des questions à poser, elles ne peuvent pas forcément attendre que le médecin sorte en permanence, sorte des chambres des patients avec lesquels ils sont. Donc en fait, je suis l'interlocuteur prioritaire, on va dire. Je ne peux pas répondre à tout, on est d'accord. Mais au moins je suis un de leurs interlocuteurs pour leur expliquer les protocoles, pour leur expliquer parfois les nouveaux produits et pour leur expliquer les nouveaux dispositifs médicaux. Il n'y a pas très longtemps, on a changé d'infuseur. Bien sûr, le laboratoire est venu faire une démonstration, mais après, il y a toujours une question qui revient, ou alors aussi, les infuseurs qu'on a eu installés parfois avaient des problèmes de diffusion. Donc en fait, on envoie au fauteuil du patient pour expliquer pourquoi c'est pas passé, pour expliquer au patient la prochaine fois, vous le gardez, vous notez, vous ramenez. Donc en fait, je fais un peu ce lien entre les équipes infirmières et les patients.
Et puis donc effectivement, je travaille avec l'aide-soignante du service qui, elle, va accueillir les patients. Et mon rôle, donc je le répète parce que c'est vraiment une de mes priorités, c'est de faire diminuer le temps d'attente de nos patients. Il y a quelque temps, on a fait un audit au sein de l'unité et en moyenne, entre le moment du hockey chimio et le moment où nous portons les chimiothérapies, c'est une moyenne. Donc bien sûr, je veux me vanter de ma moyenne, mais on est d'accord qu'il y a des extrêmes. On est à 30 minutes. Donc 30 minutes, moi je suis contente. Quand, à partir du moment où j'ai un hockey, au bout de 30 minutes, la première poche arrive, on peut brancher le patient. Il y aura peut-être plein d'aléas autour qui fait que finalement cette première poche va lui être posée plus tard. Mais au moins, la pharmacie, elle a assuré son truc, la poche, elle est là en une demi-heure. Et pourquoi est-ce qu'il faut que les patients n'attendent pas? D'une part, parce que ce sont des gens qui ont besoin de repartir dans leur vie. Et puis parce que, tout simplement en termes de rentabilité, on a un hôpital de jour à faire tourner et donc on a une rotation des fauteuils qui est prévue et envisagée. Donc si sur un fauteuil j'attends 3 patients, il ne s'agit pas qu'à la pharmacie on traîne et que finalement on puisse en positionner que 2. Il en faut 3, parce que sinon le troisième n'aura pas son traitement, ou je vais faire déborder largement les horaires des hospices de jour, donc ça c'est pas possible. Ensuite, j'ai également un rôle au niveau de l'aide-soignante parce qu'en fonction des protocoles, je vais les aider à la reconvocation. Le logiciel, il est ce qu'il est, il est pas mal. Et puis parfois, on a un protocole qui est en J1-21 et puis il y a une patiente, elle ne le passe jamais en J1-J21. Elle, il lui faut du J1-J28. Je ne peux pas modifier, je ne vais pas créer un protocole en J1-J28 qui réellement n'existe pas dans le thésaurus. Mais cette dame, à J21, elle ne passe pas ses formules. Donc, pour être sûr que cette dame, on ne l'oublie pas, on la reconvoque avec l'aide-soignante, on la remet bien dans 28 jours, comme ça, il n'y a pas de gag. Et enfin, donc, c'est vrai que j'ai un rôle auprès du patient où parfois eux m'interpellent pour tout un tas de questions, parfois les médecins m'envoient les voir pour leur expliquer plein de choses, donc voilà. Donc l'objectif de cette validation pharmaceutique pour moi, c'est que le patient reçoive le bon produit à la bonne dose et tout ceci dans des délais acceptables. Alors, à l'IPC, donc la validation pharmaceutique, outre les contrôles basiques d'intercure, d'adaptation de dose, etc., vont se faire aussi par rapport au thésaurus. Donc, je vous ai mis une photo pour vous concrétiser la chose. Donc on a notre salle blanche avec attenant la salle dite de validation avec nos écrans. Les hockey chimio tombent au fur et à mesure, on les voit et en temps réel, on valide les prescriptions. Ce pharmacien va être en contact permanent à la fois avec le prescripteur, donc dès qu'il y a un problème ou un moindre doute, il appelle le prescripteur pour en discuter. Et il est également en contact permanent avec l'équipe de préparateurs qui est à l'intérieur et il va participer à la régulation des flux. On a interdit le téléphone dans la salle de préparation des chimios. Dans l'ancienne salle, il y avait le téléphone, ça sonnait en permanence et les préparateurs en train de préparer de la chimiothérapie se déconcentraient, c'était source d'erreur. Donc dans notre nouvelle salle blanche, c'est strictement interdit. Et donc c'est le pharmacien qui est en interface avec les services et qui va communiquer, s'il le faut, avec les préparateurs par un interphone. Donc toutes les molécules T2A sont validées au regard des référentiels et du dossier patient. Donc on va s'assurer que ce qui est raconté comme histoire dans le dossier du patient et dans les RCP eh bien, est conforme soit à l'AMM, soit au PTT ou à notre thésaurus comme je vous l'ai expliqué. Et donc on va vérifier que le prescripteur a coché le bon groupe. Pourquoi tout ça ? Puisque notre ARS nous demande systématiquement de rédiger une fiche dès lors qu'on est en dehors des clous. Donc on n'est pas dans l'AMM, on n'est pas dans un PTT, alors on doit déclencher la rédaction de cette fiche qui doit se retrouver dans le dossier du patient. Donc lorsque l'on fait la validation pharmaceutique d'une cure 1 contenant une molécule T2A, on vérifie tout ça et dans un deuxième temps, on va aller faire remplir cette fiche. Cette fiche est insérée dans notre logiciel patient sous forme de formulaire et on retrouve l'indication, la ligne, les traitements antérieurs, le protocole et les justifications bibliographiques. On les envoie tous les trimestres, édition papier anonymisée, et puis on doit restituer tous les trimestres par spécialité
le nombre de prescriptions qui sont dans l'AMM, en PTT, en non justifié s'il y en a, il ne doit pas y en avoir, en justifié et dans les études cliniques. Donc ça, c'est fait tous les trimestres. Et moi, j'ai pris pour habitude de le restituer aussi aux prescripteurs en leur faisant une petite synthèse de tout ce qu'ils prescrivent en dehors du groupe 1 ou 2, AMM ou PTT, de manière à ce qu'ils restent vigilants. Et on met à jour nos thésaurus au fur et à mesure. Si une indication revient souvent en dehors des clous, alors on va revoir notre protocole dans l'intranet et mettre à jour la bibliographie. Alors, tout au long du process de fabrication de la chimiothérapie, on est en permanence en réflexion pour sécuriser cette chaîne de fabrication qui est carrément une obsession dans notre quotidien. Alors, pour sécuriser la préparation, nous avons fait le choix d'utiliser une douchette à 3 étapes de fabrication. Tout d'abord, la fiche de préparation n'est plus éditée papier. On a aboli complètement le papier, donc on n'édite plus aucune ordonnance, plus aucune fiche de fabrication. On utilise une douchette avec lecture du numéro d'ordonnancier qui correspond à une préparation unique. Et c'est la lecture de ce numéro qui va déclencher l'affichage de la fiche de fabrication sur des écrans qui sont sur les isolateurs. Ceci permet de ne pas se tromper et d'inverser 2 fiches de préparation et de travailler sur le mauvais patient ou la mauvaise préparation. De la même manière, lorsque l'on va dispenser les préparations, donc on va les mettre à disposition des services, pour être sûr qu'on donne la bonne poche et la totalité des poches d'un même patient. De la même manière, on va badger l'étiquette qui est sur la poche, qui comporte ce numéro d'ordonnancier sous forme de code barre. Et au fur et à mesure, tout simplement, ça va faire descendre sur le logiciel les préparations à dispenser vers les dispensés, qui va nous permettre d'éditer un bordereau de livraison. Et puis, la version 5.5 de Chimion vient d'être installée chez nous. Et donc, elle va permettre d'avoir une autre évolution qui va permettre de la réception par les infirmières dans les unités de soins. Donc, elles pourront avoir le planning des patients qu'elles attendent. De la même manière, badger toutes les poches et au fur et à mesure, ce qui est attendu va disparaître et elles auront une vue en temps réel de ce qui leur manque. Donc, comme je vous le disais, pour lancer la préparation, après avoir eu le hockey chimio médecin et la validation du pharmacien, le préparateur peut éditer la fiche de fabrication et va faire la préparation de son plateau. On a un plateau par préparation avec tout ce qui est nécessaire à la préparation, la poche et le principe actif, ainsi que l'étiquette. On prépare et puis on a une checklist qui pour le moment est papier puisque le logiciel ne nous permet pas de faire autrement, avec à chaque fois l'étiquette correspondante à la préparation qui est collée sur la checklist. Un deuxième préparateur va effectuer le contrôle, à la fois la vérification du plateau, j'ai le bon produit, j'ai le bon solvant avec le bon volume, mais aussi la vérification des volumes. C'est-à-dire chaque fois qu'un préparateur va prélever un principe actif dans une seringue, il va présenter la seringue et le deuxième préparateur va lire. Il va ensuite tracer ce contrôle. Et s'il y a des non-conformités, on a mis en place un document qui va expliciter ces non-conformités. Ça peut être des non-conformités de solvant, de volume, voire de principe actif. À la fin de la préparation, on a une checklist qui permet la libération des chimios. Toutes les préparations pour un même patient sont rassemblées dans une même panière. Et on a une grille de libération par préparation. Donc on va regarder s'il y a une seringue, il y a bien le bouchon et on va recontrôler le volume. S'il y a le diffuseur, il y a bien le bouchon. On va regarder l'aspect de la préparation. On va s'assurer que s'il faut un abri-lumière, on a bien protégé la poche de la lumière, etc. Donc cette libération est faite par le préparateur le plus souvent et il y a une libération derrière par le pharmacien qui va s'assurer que tout est OK. Si à un moment donné il y a un non, on arrête tout et évidemment le préparateur voit avec le pharmacien ce qu'il y a lieu de faire.
Pour améliorer ce process et encore travailler sur la sécurisation, à l'Institut Paoli-Calmettes, on est bêta-testeur sur un nouveau dispositif qui s'appelle la DrugCam, qui est en fait un système de caméra qui va filmer en temps réel les préparations. Donc à la fois avec une caméra qui est disposée au-dessus et qui filme la totalité du plan de travail, et une caméra en dessous qui va permettre, lorsque l'on va lancer un process de fabrication, faire différents contrôles aux différentes étapes. Premièrement, on va présenter le flacon qui est nécessaire à la préparation. Il va être comparé à une bibliothèque. Si j'attends de la doxorubicine et que je présente de l'épirubicine, le système va arrêter. Deuxièmement, on va présenter les seringues avec les volumes autant de fois que nécessaire, de manière à ce que la totalité des volumes qu'on réinjecte à la poche correspondent au volume attendu. Si les volumes ne sont pas corrects, on a une alerte. Et le préparateur doit modifier évidemment son volume. Et ce système est rattaché à un logiciel avec une validation à distance a posteriori, et le pharmacien va pouvoir voir tout ce qui est en rouge, là où il y a eu des erreurs, revisionner l'étape de fabrication et prendre la décision de libérer ou de ne pas libérer la préparation. Il y a également une édition possible, un archivage possible du dossier de libération. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'interface avec le logiciel Chimio a été développée, donc tout ceci rend plus fluide toute l'activité. Donc je souligne que ce projet est breveté, et c'est le pharmacien du centre hospitalier de La Rochelle qui est en cours, qui l'a développé, et donc on travaille avec lui pour valider cette méthode, et elle sera prochainement commercialisée. Alors nous, pour l'instant, c'est un petit peu plus rudimentaire, on va dire, le système de contrôle, bien que nous allons nous aussi tester la DrugCam. On avait prévu à la conception de cette salle éventuellement des attentes au-dessus des isolateurs pour faire arriver différents types d'informatique et de caméras, parce qu'effectivement c'était des choses qui étaient dans les projets de faire des contrôles caméra, et donc Emmanuel le teste déjà, et nous on ne devrait pas tarder à le tester. Enfin, pas tarder, on va le tester. Donc là, juste pour vous montrer une fiche de fabrication, et en fait pour vous reprendre que par exemple tous les items qui ont été préalablement renseignés au niveau des fiches des onglets que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la DCI, tous ces items se retrouvent là, et en fait on ne peut préparer cet endoxant à 1440 mg que dans du sodium 250 ml dont le volume final est déjà noté. Voilà, ici vous avez un volume final parce que préalablement il a fallu prélever 72 ml. On a fait 40 puis 32, et en fait le préparateur qui double contrôle a bien noté qu'il avait bien relevé 72 ml, et en fait vous avez tout un système qui vous explique qu'il fallait reconstituer comme ci, comme ça, et en fait tous ces items là sont double contrôlés par les préparateurs à l'intérieur, et ensuite le pharmacien ne peut libérer la poche et la faire monter dans le service que dès lors qu'il a constaté que le double contrôle avait effectivement eu lieu, et puis que lui, en tant que pharmacien, ce qu'il regarde devant ses yeux, tout va bien, il n'y a pas de, je ne vais pas vous dire des flocons, il n'y a pas de cristaux, il n'y a pas de, en termes de mirage, tout va bien. Enfin voilà, la poche est visuellement, on ne fait pas encore de dosage analytique, je ne sais pas si on arrivera à en faire un jour, mais pour l'instant, on va dire qu'on fait juste des contrôles visuels. Je voulais également vous parler de la sécurité, de la sécurisation de la préparation. La double problématique de la préparation de chimiothérapie, c'est d'une part de garantir au patient qu'on va lui mettre à disposition une poche, certes bien préparée avec le bon solvant, le bon volume, mais également stérile. Et pour cette préparation, d'une part, si elle doit être stérile, elle doit aussi ne pas avoir contaminé nos personnels et les personnels qui vont tourner autour de ces poches. Donc à l'hôpital de Toulon, on a pris des systèmes qui s'appellent, alors là je vous en ai fait une petite photo, ça s'appelle un spike. C'est un système que on va tanker dans le flacon. Il y a deux canaux, un canal qui va faire monter le solvant dans la seringue, et de l'autre côté il y a un autre canal qui va compenser la fuite de produit par une entrée d'air, et cet air est filtré. Donc ça veut dire que après que le prélèvement a été effectué, le reliquat qui reste dans le flacon, il est toujours stérile, puisque l'air qui est rentré dedans, c'est de l'air stérile. Donc on peut conserver nos flacons.
Ensuite, on pense aussi aux infirmières. Ça veut dire que les poches qu'elles vont manipuler, donc il est fortement recommandé de préalablement les purger. Donc en fait, on a une poche de solvant. Alors là, je vous ai fait juste quelques clichés sur un champ, mais bien sûr, tout ceci se passe dans un isolateur. Donc en fait, on va tanker un perfuseur, on va, donc dans une poche qui est juste du solvant pur, on va purger la tubulure de solvant inerte, on va clamper ici, et une fois que le produit aura été prélevé dans la seringue, il va être injecté dans la poche par un embout UR ici, et puisque c'est clampé, le produit ne peut que remonter dans la poche. Ce qui veut dire que quand on met à disposition des poches dans les services, quand l'infirmière va vouloir connecter son perfuseur, si jamais il y a une petite fuite d'une goutte, c'est du solvant inerte. Par ailleurs, on a pris sur l'hôpital de Toulon ce qu'on appelle, c'est des arbres de Noël, c'est stupide, mais enfin ça s'appelle comme ça. Sinon, c'est des perfuseurs avec plusieurs entrées Luerloc qui vont permettre de connecter sur un perfuseur unique différentes chimiothérapies, avec en haut un endroit sur lequel, un perfuseur sur lequel on va tanker un solvant de rinçage par exemple, et puis les prémèdes, et puis ensuite on va mettre sur les différents embouts l'UR, on va mettre les différentes chimios. Il existe en fonction des chimiothérapies des perfuseurs à 1 voie, 2 voies ou 4 voies en fonction du nombre de produits qu'on aura à passer. Donc en fait, ça c'était pour vous montrer, voilà, ça c'est une jolie poche d'épirubicine, vous voyez, c'est bien purgé parce que le produit rouge il s'arrête là, hop, et puis ici ça a été purgé, donc ça c'est du solvant inerte, ça veut dire que l'infirmière elle peut tranquillement brancher sa connexion et elle ne va rien se prendre sur les pieds ou sur les mains. Donc en fait là voilà, on a 3 raccords et puis ici on a le solvant de rinçage. Alors c'est bien parce qu'effectivement on a des infirmières qui sont mises en sécurité. Par contre c'est de la gravimétrie et le problème c'est que la gravimétrie ça n'a pas ça peut être aléatoire comme durée de passage, et si on avait des pompes, alors je ne sais pas si on a encore de l'administratif là non plus, je vais faire comme Clarisse. Si on avait des pompes, ce serait bien parce que ça permettrait de mettre de côté les durées de passage qui peuvent être modifiées en fonction si le pack est positionnel, si on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin parfois les durées de passage on a du mal à les respecter, donc on aurait des pompes, ça serait encore mieux. Et enfin voilà, je voulais terminer par cette diapositive. Totale sécurité, c'est ce vers quoi nous espérons aller. C'est-à-dire que d'une part, on espère, nous en tant que pharmaciens, apporter à nos patients la sécurité de la prescription en mettant à disposition de nos médecins un logiciel qui leur permette de valider, de prescrire les traitements qu'ils veulent dans les bonnes indications et tout bien comme l'ARS veut que nous le fassions. Ceci impose une validation pharmaceutique. On a également la sécurité au niveau de tout ce qui est manipulation de cytotoxiques, et ça va de la préparation jusqu'à la veine du patient, puisqu'en fait on essaye de protéger, on y arrive je pense, protéger tous les différents intervenants qui vont être amenés à manipuler cette poche. Et enfin, sachez que l'administration est tracée, puisque dans ce logiciel de prescription de chimiothérapie, les infirmières ont également leur rôle, puisqu'elles sont obligées de valider d'un point de vue informatique leurs administrations, éventuellement d'y marquer les incidents d'administration qui auraient pu avoir lieu. Et le fait de valider une administration d'un point de vue informatique, c'est le seul moyen de déclencher la génération de la cure suivante. Donc en fait, tant que ça c'est pas fait, le patient il n'aura jamais d'autre cure. Et pour le coup, ça veut dire que la chaîne des prescriptions est tracée du début jusqu'à la fin. Nous vous remercions. Oui, j'ai